Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous en ce premier jour de la semaine. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Le 43e congrès de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée s'est ouvert ce lundi à Palerme en présence du souverain. Nous reviendrons sur un match de rugby où l'ASM s'est imposé dans la douleur, c'est le cas de le dire, face au stade Picénois en Fédéral 2. Nous recevrons le directeur du Rolex Monte Carlo Master à 6 mois de l'événement alors que la billetterie est ouverte, mais également Fabrice Pastor qui nous parlera de sa passion pour le paddle, mais aussi la possibilité pour lui de prendre la gestion, pourquoi pas à l'avenir, du club de foot, le FC Séville. Nous parlerons également de GRS avec les jeunes athlètes de gymnastique rythmique du département qui se sont affrontés ce week-end. Et enfin, nous reviendrons sur le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo avec le premier hommage de la saison rendu à Shostakovich à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Nous nous rendons pour débuter ce journal à Palerme, en Italie, où s'ouvre ce lundi le 43e congrès de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée. Ce rendez-vous réunit des experts de toute la région afin d'aborder les grands enjeux environnementaux de la Méditerranée. Vanessa Dessy, vous êtes justement sur place. Et oui Fabien, le prince Albert II a débuté sa première journée ici à Palerme au Palazzo Steri, accueilli par le recteur de l'université. Il a ensuite participé à la première réunion de la SIESM. Après une brève présentation du Palazzo Steri, la réunion s'est ensuite poursuivie dans l'après-midi. Nous reviendrons bien évidemment en détail dans notre prochaine édition sur la cérémonie d'ouverture et les différents enjeux de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée. À découvrir donc mardi 19h. La princesse Charlène de son côté était ce matin au collège Charles III où vous le voyez, elle a participé à la sélection d'un maillot de rugby dessiné par des élèves. C'est une opération de la Fondation Princesse Charlène en collaboration avec la Fédération monégasque de rugby et c'est le jeune Esteves Marques Alfonso de 4e qui a remporté le concours. Son maillot sera porté par les Impies pour le tournoi de rugby à 7 à Dubaï en décembre prochain. On reste dans le monde de l'Ovalie. L'ASM Rugby a reçu ce dimanche le stade Picénois dans le cadre de la 4e journée de Fédéral 2. Les Monégasques ont profité de ce choc face au 2e pour confirmer leur excellent début de saison dans une ambiance plus qu'électrique. Reportage de Gaëtan Lebrun et Hugo Comassa. Après un bon début de saison avec 2 victoires et 1 défaite, l'ASM Rugby a affirmé ses ambitions de monter ce week-end avec une victoire écrasante 44-10 face au 2e du championnat, le stade Picénois. Un match sous tension qui aura été parfaitement maîtrisé du début à la fin par les Monégasques malgré de nombreuses échauffourées et un bon nombre de cartons sortis par l'arbitre. Les Monégasques sont restés dans leur match et se sont servis de cette agressivité pour inscrire 5 essais et s'octroyer le point du bonus offensif. Mais je pense que c'était un autre match de début de la saison, le match de référence, parce qu'on a trouvé vraiment un gros état d'esprit et aussi on a cumulé les deux, à la fois état d'esprit, à la fois le jeu. À la fois beaucoup de combats, on l'a vu qu'il y avait beaucoup d'échauffourées sur le terrain et on a réussi à la fois maîtriser ça, à la fois être combattant, mais à la fois produire un bon rugby. Du coup, ça s'est retransmis sur le score qu'on a mis 44 points pour la première fois de cette saison avec bonus offensif contre une équipe qui est au tableau et qui joue dans le top 4 du championnat. Une 3e victoire en 4 matchs cette saison pour les Monégasques qui s'emparent de la première place du classement et peuvent croire plus que jamais à une montée en Fédéral 1. On attendait beaucoup de ce deuxième bloc parce que le premier bloc, voilà, on veut dire qu'on n'a pas développé le jeu qu'on avait l'année dernière. Voilà, les ambitions qu'on veut, ce qu'on a noté ensemble. Et vraiment, on attendait beaucoup de ce match, voilà, d'être trop serré, d'être ensemble, d'être soudés jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, on était contents de ce match. Les ambitions sont claires. L'objectif, c'est la qualification en Fédéral 1. Donc pour ça, il faut mettre les ingrédients. Et pour le coup, aujourd'hui, on a mis l'ingrédient principal pour nous dans le rugby, c'est-à-dire l'agressivité et le combat. Donc pour ça, moi, je félicite tous les mecs. Et puis, on verra le week-end prochain maintenant. Prochain choc pour l'ASM Rugby, samedi 19 octobre à 15h15 avec un déplacement au Servian-Bougeant Rugby, 4e au classement. Du 5 au 13 avril, voici les dates du prochain Rolex Monte Carlo Master. La billetterie est désormais ouverte. À 6 mois de l'événement, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de discuter avec le directeur du tournoi, David Massé. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à 6 mois du Rolex Monte Carlo Master. La billetterie est ouverte. Un mot sur les spectateurs. Combien sont-ils chaque année? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Nous avons autour de 150 000 personnes sur place pendant les 9 jours. Ils viennent de France, Monaco bien sûr aussi, d'Italie. On a 33% qui viennent d'Italie avec beaucoup de joueurs italiens qui jouent ici. Donc c'est vraiment un mélange. On est tellement proche à la frontière italienne, mais à la fois aussi France. Donc c'est comme un tournoi
entre deux pays. C'est beaucoup trop tôt pour donner des noms, mais comment fait-on pour avoir des têtes de série aussi prestigieuses? Ça se fait tout seul parce que c'est Monaco, ou il faut aller chercher les joueurs? Non, on compte sur les meilleurs joueurs chaque année. C'est vraiment compétitif, donc c'est un classement. Le classement est établi le 12 mars, donc avant ça, on ne sait pas qui va jouer. Mais on compte surtout les top 30 au monde. Toujours les meilleurs au monde. On l'a appris cette semaine, Rafael Nadal prend sa retraite. Bon, on est triste. Qu'est-ce que représente pour vous ce joueur? C'était un monstre vivant, Nadal. Oui, il est incroyable comme joueur de tennis, avec une carrière magnifique. Ici à Monaco, il a gagné 11 fois, 12 fois 50 de double aussi. Donc c'est vraiment un master de notre tournoi. En prenant en compte qu'il a gagné plus de 92% de ses matchs ici. Donc c'est incroyable. Déjà de penser qu'il a joué 17 fois à notre tournoi. Il faut imaginer que c'est très difficile de maintenir le classement pendant les 17 ans. Donc c'est vraiment... Et on pense que le prochain joueur a gagné 3 fois le titre. Donc c'est vraiment un défi incroyable à peut-être jamais répéter. Exact. Comment va-t-on vivre d'ailleurs sans Nadal, sans Federer? On peut arriver à vivre quand on aime le tennis? Oui, alors moi j'ai commencé mon carrière en tennis en 2001. Et tout le monde disait qu'est-ce qu'on va faire sans Andre Agassi, Pete Sampras. Et tout le monde était très inquiet. On voit que le tennis crée des stars. Il faut juste donner un peu de temps. Et moi, je suis très confiant qu'on va avoir des saisons devant nous avec de grands joueurs qui vont gagner de gros titres comme ici à Monaco. Il y a beaucoup de talent aussi. Donc, moi, je ne suis pas inquiet du tout pour le futur. Mais qui sont-ils alors? Qui pourrait comme ça remplacer des joueurs de la trempe de Nadal et Federer? À part peut-être Novak Djokovic, mais il faut reconnaître qu'il est lui aussi plus sur la fin de sa carrière qu'au début. Qui pourrait les remplacer, ces joueurs aussi brillants? On prend 2 exemples. On prend Carlos Alcaraz qui remplace dans un sens Nadal en Espagne. Donc c'est un joueur déjà qui a réussi à avoir numéro 1 au monde, qui a gagné plusieurs grands slams. Et après, numéro 1 au monde maintenant, c'est Yannick Sinner. Donc il est italien et qui pour nous, juste à côté, c'est magnifique. C'est bien, effectivement, que ce soit un Italien. Oui, il ne faut pas aussi oublier qu'on a Stefanos Tsitsipas qui vient de gagner son 3e titre ici en avril. Et derrière ça, il y a beaucoup de joueurs de grande qualité. Est-ce qu'il va y avoir des changements, des évolutions en ce qui concerne le tournoi ou les infrastructures pour la prochaine édition? On essaie toujours d'améliorer. Donc, on a de grands projets en cours. Mais ça, on va annoncer ça en février en cours de notre conférence de presse. Ouais, on peut pas, c'est trop tôt pour en parler, c'est ça? Oui, un petit peu. On ne peut pas avoir le scoop. Donc pour finir, comment définiriez-vous le Rolex Monte Carlo Master? Quelle est l'âme de ce tournoi? L'âme de ce tournoi, c'est le plus ancien tournoi sur Terre partout. Donc il y a déjà le côté historique. C'est aussi le fait qu'on a ce cadre magnifique en planche sur la mer. C'est parmi le 9 Masters 1000, donc on va trouver le meilleur joueur au monde. Il y a tout ce mélange-là avec notre sponsor titre Rolex et beaucoup d'autres sponsors qui font un tournoi magnifique. On le rappelle, la billetterie est ouverte pour le Rolex Monte Carlo Master qui se déroulera cette année du 5 au 13 avril. David Massé, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Et avant le Rolex Monte Carlo Master, sachez que pour la 4e année consécutive, le MCCC va accueillir l'Europe Junior Master Monte Carlo. Cette compétition réunit l'élite des jeunes joueurs et joueuses d'Europe avec les 8 meilleurs talents masculins et féminins des catégories moins de 14 et moins de 16 ans du tennis Europe Junior Tour. Le tournoi se tiendra du 23 au 26 octobre sur les légendaires cours en terre battue du Monte Carlo Country Club, avec à noter la participation de Lenny Petit qui représente la principauté de Monaco dans la catégorie des moins de 16 ans chez les garçons. Elles étaient 200 réunies à l'espace Saint-Antoine hier. Les jeunes athlètes de gymnastique rythmique du département ont livré leurs plus belles performances devant leur public et les nombreux juges. Il s'agissait de la toute première compétition de la discipline organisée à Monaco. Reportage de Sarah Nkari sur des images de Marie-Ève B. En coulisses, la pression monte pour les gymnastes. Après des mois de préparation, elles n'ont que quelques minutes pour donner le meilleur d'elles-mêmes et espérer décrocher une place sur le podium.
En face d'elle, une trentaine de juges examinent chaque détail de leurs prestations. Il y a l'exécution, qui sont toutes les petites fautes techniques de corporel et à l'engin. Il y a l'artistique, donc tout ce qui est expression corporelle, expression du visage et tout ce qui englobe l'artistique. Il y a la DA, qui en fait ça s'appelle des maîtrises, c'est des manipulations d'engins sur le corps. Et la DB, c'est pareil, c'est toutes les sauts, les équilibres, les pivots. Et on rajoute des critères comme entre les jambes, sans les mains, au sol, allongé au sol. Voilà. On a tellement travaillé depuis des années et le plus difficile c'est juste de se concentrer pendant 7 minutes 30 et de tout donner et ne pas se déconcentrer du coup. Oui, le plus dur c'est de gérer le stress en fait parce qu'on s'entraîne tellement pour ça qu'on a envie de bien faire et quand ça réussit pas forcément, c'est sûr qu'on est un peu déçu mais on travaille tous les jours pour ça, pour s'améliorer donc voilà. Je crois que c'est le stress qui nous fait rater en fait. Ouais. C'est le plus problématique. Oui, c'est sûr. Les 4 jeunes filles font partie du club monégasque et ont été présélectionnées pour les Jeux des petits États d'Europe. Organisés à Andorre en mai prochain, c'est la première fois que Monaco y sera représenté. En fait, cette compétition, c'est l'aboutissement, on va dire, d'une carrière sportive parce que on va faire nos études, donc bientôt il va falloir arrêter, il va falloir faire des choix. Et c'est vraiment l'aboutissement d'un chemin parcouru, quoi. Et donc c'est ça qui est beau. Pour l'heure, les jeunes du club monégasque savourent leurs résultats et les félicitations. Charline et Macha ont décroché l'or dans leur catégorie, National A 16-17 ans et National A 18 ans et plus, qui sont les plus hautes catégories de la fédération. Bravo à elles. Dans un autre domaine, des représentants monégasques se sont illustrés au championnat du monde de biathlon et de triathlon à Port Saïd en Égypte. Ce sont 2 disciplines gérées par l'Union internationale de pentathlon moderne. Le biathlon étant une combinaison de course à pied et de nage, et le triathlon un combiné de course à pied, de tir au pistolet et de natation. Eh bien, ce sont au total 5 médailles de bronze qui ont été récoltées par les monégasques lors de ces championnats du monde dans diverses catégories, en individuel ou en relais mix. Et si nous parlions de paddle et de football avec notre prochain invité, il s'agit de Fabrice Pastor, le président de E1 Paddle, pourrait dans l'avenir reprendre le club de football andalou, le mythique FC Séville. On en parle de plus en plus, allons directement en Espagne pour vérifier l'info avec notre invité, Fabrice Pastor. Bonsoir. Bonsoir. On parle de vous en ce moment dans la presse pour, pourquoi pas, le rachat du FC Séville. Pour commencer, est-ce que c'est vrai et êtes-vous intéressé par le FC Séville et si oui, pourquoi ? C'est déjà la 2e ville la plus touristique d'Espagne. Elle a dépassé Barcelone. J'ai démarré un projet il y a quelques années et au jour d'aujourd'hui, il y a eu une demande de la population sévilliste pour que je rentre dans l'actionnariat du Séville Football Club. Donc, je suis rentré. Donc, je suis actionnaire déjà du Séville Football Club. Et puis, évidemment, tout le monde me demande de prendre les rênes et de m'associer avec la majorité pour être président, chose que je ne peux pas être, évidemment, parce que je suis monégasque et fiscalement, j'habite pas en Espagne. Mais au moins pour la gestion et pour tout ce qui est le fonctionnement du club. Et où en sont les tractations, puisqu'il y a plusieurs groupes intéressés par ce club, il me semble. J'ai fait des conférences de presse, maintes conférences de presse, en expliquant qu'il me faut 1 an. On est aujourd'hui avec A1 Paddle, qui me prend une grande partie de ma vie et de mon temps. Et j'ai dit il me faut encore 1 an, finir de créer le circuit mondial que vous connaissez tous. Mais il nous manque encore l'Asie, il nous manque l'Océanie. On est en train de préparer le Moyen-Orient pour l'année prochaine. Et j'ai pas de vie, donc c'est très, très difficile d'ajouter un monstre comme le 4e club d'Espagne. Je le vois aujourd'hui impossible. Et pourquoi ce club andalou ? Qu'est-ce que représente le FC Séville pour vous ? Mais déjà, ils sont rouge et blanc comme nous à Monaco, donc c'est déjà un bon début. C'est ce que je vous disais, c'est un projet que j'ai ici dans la ville, avec la mairie, avec le gouvernement de l'Andalousie. Et c'est venu tout seul. C'est vrai que je vais toujours au Séville Football Club. Je suis maintenant actionnaire, mais bon, j'étais membre, j'étais adhérent. Et chaque fois que je venais ici, j'aimais aller au foot, donc ça vient un peu de là. Et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous puissiez prendre la gestion de ce club, ou à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait contrer cette envie ?
Je pense que d'ici un an, on saura si on a tous les continents pour le padel mondial. Et à partir de ce moment-là, c'est là où, avec mes équipes, on prendra une décision ou une autre. Ça devient de plus en plus grand. Enfin, vous dire, je suppose que vous le savez, mais que le prince Albert II a mis sous son haut patronage le grand master de l'année prochaine à Monaco. On devient quelque chose de beaucoup plus important. Et comme lui, il y a beaucoup d'acteurs mondialement importants qui sont en train de pousser pour avoir des masters, des grands masters, et qu'on soit placé dans le monde. Et ajouter aujourd'hui le FC Séville, je crois que c'est difficile. Je crois que c'est très difficile. Ah oui. En 98, un film est sorti, Je règle mon pas sur le pas de mon père. Vous êtes le fils de Michel Pastor qui détenait au début des années 2000 l'AS Monaco. Est-ce que c'est un hommage finalement que de vouloir gérer un club aussi prestigieux que le FC Séville? Écoutez, je crois qu'on a eu dans la famille le meilleur exemple possible. Je crois que papa a fait quelque chose d'inouï et qui a créé ce qu'aujourd'hui, en continuité, est l'AS Monaco. Donc, pourquoi pas? Vous l'avez dit, hein, vous êtes un passionné donc de paddle. Donc on est bien d'accord que si vous devenez gérant majoritaire du FC Séville, vous continuerez à vous intéresser à ce sport. Hein. Ah oui, sans doute. Ah oui, oui. Je suis président fondateur et Monte Carlo International Sport. Donc à la fin, je dis toujours, hein, c'est un circuit monégasque mondial. Donc ça n'a jamais existé. Qu'à Monaco, on ait un circuit mondial, on peut avoir des sports, on peut avoir des clubs, mais avoir un sport, ça devient quelque chose de très différent. Et oui, bien sûr, la continuité du padel est assurée. Ça, on ne touchera rien. Mes enfants, deux de mes filles sont les copropriétaires de E1 Padel. Et je crois que le circuit maintenant est mondial. On est dans 26 pays. L'année prochaine, on va avoir plus de 34 tournois dans le monde. Donc vous imaginez que ça ne va pas bouger. Et c'est un sport en plus qui prend de plus en plus d'ampleur au niveau des spectateurs et des téléspectateurs, ça plaît de plus en plus, et même au niveau des pratiquants. Oui. Excusez-moi de vous interrompre, la plus grosse croissance dans l'histoire du sport. C'est impressionnant, socialement, parce que si vous aimez pas le sport ou vous n'êtes pas sportif, en une semaine, vous vous amusez en jouant au padel. Donc la croissance, elle est infinita. C'est vraiment quelque chose qui a... Je crois que c'est jamais arrivé dans le monde du sport. Ouais, c'est vrai que c'est très ludique. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le paddle? Pourquoi avoir voulu vous consacrer? Moi, j'étais professionnel du premier circuit. Évidemment, c'était beaucoup plus facile. Hein. On était très peu de joueurs, donc rien qu'en voyageant, on pouvait passer des premiers tours. Donc, c'était facile, on grattait des points. Mais ça vient de là, ça vient d'avoir été professionnel et d'avoir vécu le paddle passionnément en tant que forme de vie. Et maintenant, je voulais tout simplement donner une option au monde du padel. Et je crois qu'on a réussi. Et je crois qu'on est vraiment dans un streaming impressionnant. On est quand même dans 10 chaînes de télévision mondiales. On a vraiment un monstre audiovisuel qui nous permet d'être partout dans le monde et d'être suivis. Écoutez, le E1 Paddle et peut-être dans un an le FC Séville. Fabrice Pastor, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. C'était très gentil de m'inviter. Passons à un concert de musique russe avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche dernier à l'Auditorium Régnier 3. Il s'agissait du premier concert dans le cadre de l'hommage à Shostakovich à l'occasion des 50 ans de sa disparition, avec la symphonie numéro 9 sous la direction de Leo Kiokman et en invité le violoniste Daniel Lozakovitch pour un concerto de Prokofiev. Reportage de José Sacré et Hugo Comassa. Dans un auditorium Régnier 3 archi-comble, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a une fois encore donné le meilleur dans un programme de musique russe sous la direction de Leo Kiokman, directeur musical de l'Orchestre de Macao et chef résident de l'Orchestre Philharmonique de Hong Kong. Oh, it's fantastic come back this week with the orchestra. You know, we had many fantastic concerts before, and so I'm just very happy to be here to work this week in this really, I would say, very amazing program that is so heavy in some way, but also so diverse in characters, full of characters this tonight.
This program is quite fascinating because we starting tonight with the Shostakovich 9th Symphony, 1945, a piece that has so many message to kind of a celebration of ending of the war, but not really a celebration. So it's so mix a message. Au même programme, le concerto pour violon numéro 2 de Prokofiev avec en soliste Daniel Lozakovitch. Daniel Lozakovitch a véritablement ensorcelé le public qui l'a acclamé. Daniel Lozakovitch, en retour, lui a offert 2 bis très applaudis. Dernière œuvre au programme, les tableaux d'une exposition de Mussorgsky dans l'orchestration de Maurice Ravel. L'association Happy End Monaco a organisé un événement exceptionnel à la Rascasse pour un art de vivre ensemble. Au programme, une vente aux enchères d'œuvres d'art et une vente des œuvres de l'artiste Stéphane Cypre. L'objectif, soutenir le handicap. Un reportage de Christina Petit-Homel et Camille Caloni. Face aux faibles perspectives de vie et de participation sociale des personnes en situation de handicap, l'association Happy End est née en France et à Monaco il y a quelques années de cela. Inadaptation des logements, insuffisance des moyens de transport, faible structure d'accueil avec des délais extrêmement longs pour les intégrer. Face à ce terrible constat, l'association milite pour un art de vivre ensemble et s'est fixée pour mission de sensibiliser le grand public à cette problématique par diverses actions et surtout de faire changer le regard sur la différence. On a lancé l'association depuis une dizaine d'années. Nous faisons des sorties, des séjours, des ateliers, le plus inclusif possible chaque fois et le plus écologique parce qu'on a ces 2 axes, l'écologie et l'inclusion. Il y a beaucoup d'exclusion, beaucoup de stigmatisation du handicap. En fait, pourquoi je suis venue, c'est parce que j'ai moi-même ma fille en situation de handicap. Donc en fait, j'ai vraiment traversé toutes les embûches justement de la différence. Et ce que je trouve surtout, c'est que souvent la participation sociale est compliquée. Il y a déjà l'accessibilité. Souvent, on pense que l'accessibilité, c'est juste la manière d'arriver à un endroit. Mais ce n'est pas que ça, l'accessibilité, c'est beaucoup plus large. C'est l'utilisabilité des lieux. C'est aussi la bonne réceptivité sociale. Donc il n'y a pas que l'accès physique, il y a la solidarité, parce que c'est bien beau d'arriver à un endroit, mais si vous ne pouvez pas utiliser l'espace, si vous n'avez pas l'aide qu'il faut pour vous aider, etc., pour vous accompagner, c'est compliqué. Favoriser la solidarité tout en encourageant l'autonomie, allier l'inclusion et l'écologie, telles sont les missions, vous l'aurez compris, de l'association Happy End qui vise à aider, informer et défendre les droits des personnes en situation de handicap tout en soutenant leurs aidants et leurs familles. Et on vous retrouve, Christina, pour votre rubrique Ceux qui font Monaco. Et pour l'occasion, vous êtes sur le Rocher. Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un vilain défaut, la gourmandise. La chocolaterie de Monaco vous accueille ici sur le Rocher depuis 1920 déjà. Nous avons rencontré pour vous la maîtresse des lieux. Elle nous raconte son histoire. Et puis, qui a dit d'ailleurs que la gourmandise était un vilain défaut ? C'était créé par des chocolatiers il y a 105 ans. C'est 20 ans que nous sommes sur Monaco-Ville. Notre spécialité, c'est les couronnes monégasques et nous avons les chocolats de Monaco que nous l'avons créé pour le mariage de le prince Ranieri et la princesse Grace. Alors ça, c'est le produit phare, c'est le produit qui est le plus demandé. Oui, c'est ça, oui. Et après, nous avons le coffret Mini Kelly, qui il est connu vraiment d'aperçu. Même les Japonais, quand il arrive, ils demandent le coffret de la princesse Kelly.
nous avons des pralinés, nous avons des gianduiotti, les truffes et dans quelques mois nous avons les macarons aussi et les dragées aussi. Nous avons beaucoup d'entreprises et surtout sur la saison qui va d'arriver, nous travaillons vraiment beaucoup pour les cadeaux de fin d'année, pour les cadeaux de Noël. Ouais. Joseph Bachot a dit « Le chocolat est plutôt que le nectar ou l'ambroisie, la vraie nourriture des dieux ». Alors n'hésitez pas à venir à la chocolaterie de Monaco. Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 18h. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, prendre un petit café ou un chocolat chaud accompagné, bien sûr, d'une petite gourmandise. Avant de clore cette édition, le point sur vos prévisions météo avec Alban Jean-Jean. Bonsoir Alban, quelle est la tendance pour demain ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Demain, la météo reste fidèle à aujourd'hui en principauté. De nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies. Même chose l'après-midi, quelques passages nuageux, parfois denses, mais a priori sans précipitation. Du côté des températures, le thermomètre affichera entre 16 et 21 degrés. Et en ce mardi 15 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Thérèses. Merci Alban. Comme le veut la tradition, on se quitte avec les photos de fin de journal. La princesse Charlène est allée à la rencontre d'élèves du collège Charles III pour, comme je l'ai dit précédemment, choisir le maillot que porteront les Impies lors du tournoi de rugby à 7 de Dubaï. Ce sont des photos de Manuel Vitali. On se retrouve pour une nouvelle édition mardi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. Au revoir.